Bah déjà, je peux peut-être me présenter puisque. Oui, mais dans ce cas-là, on commence, on commence je par, vais quand me même pour te présenter. Déjà. Bonsoir, Bonsoir. Clément Disson. Merci d'être venu pour discuter avec nous de la Merci. dynamique vélo en banlieue. Tout à Donc fait. c'est vraiment exactement le sujet qui nous occupe et beaucoup, en tant que c'est même l'objet de notre association. Et comme tu recherches ce phénomène, on est très désireux d'en discuter avec toi. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour qu'on apprenne à te connaître un peu? Oui. Alors moi je m'appelle Clément Duzon et en fait je suis chercheur et je fais une thèse du coup sur l'usage du vélo en Ile-de-France et particulièrement en banlieue parisienne. Donc voilà, donc moi ma thèse c'est une thèse qui est orientée en urbanisme et aménagement. Donc voilà, et je m'intéresse à toutes les dimensions socio-économiques, démographiques des mobilités et en particulier du vélo et en particulier du coup sur ces territoires-là qui sont les territoires de la banlieue parisienne et que vous connaissez du coup tous aussi bien que moi, en tout cas je pense. Et donc moi j'essaye de comprendre voilà comment la pratique se fait aujourd'hui et l'évolution qu'il y a en termes de pratique du vélo en banlieue parisienne. Et toi-même, tu es originaire de l'Île-de-France? Oui, moi j'ai grandi dans le Val-de-Marne, et à Champigny-sur-Marne exactement, dans les boucles de la Marne, et aujourd'hui j'habite à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Ah, Et je fais ma thèse aujourd'hui à Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne. d'accord. Et tu as toujours fait du vélo? Alors non, j'ai pas toujours fait du vélo, non. Comment a été faite ta conversion personnelle? Donc c'est la psychanalyse là, c'est ça? Non. Alors on peut faire une psychanalyse vélo sur moi-même. Alors c'est rigolo parce que justement à force de m'intéresser au sujet, moi je me suis posé la question plusieurs fois, qu'est-ce qui fait que je me suis intéressé au vélo? Voilà. Et bon du coup je vais révéler mes secrets à tout le monde. Et en fait c'est intéressant, en essayant de comprendre mon parcours de cycliste et d'usager du vélo et des mobilités en général, je me suis rendu compte rétrospectivement que petit j'ai jamais été intéressé par le vélo. Le vélo ça m'a vraiment petit jamais intéressé particulièrement. Je crois vraiment n'avoir jamais eu de vélo neuf. Par exemple mes parents m'ont jamais offert de vélo neuf à Noël ou à mon anniversaire, ce qui est plutôt une pratique assez commune pour un petit enfant qui grandit en banlieue parisienne, je pense, d'avoir un vélo à Noël ou à je ne sais quel événement. J'en ai jamais vraiment eu parce que j'en ai jamais demandé, je n'ai jamais aimé particulièrement, parce que je me suis rendu compte rétrospectivement ce qu'on me vendait en fait avec le vélo. On me vendait surtout un objet en fait. On me vendait l'objet vélo, le véhicule, on me vendait le véhicule parce que en fait de toute manière le vélo on en faisait assez peu, donc j'aurais pu en avoir un mais je l'aurais assez peu utilisé. Et en fait l'objet vélo, je me rends compte que j'ai jamais été fasciné ni par le Tour de France ou par tous ces trucs là, ça m'a jamais passionné, mais vraiment pas. Et c'est plus tard en fait notamment quand j'ai commencé à devenir autonome à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, que j'ai cherché à être autonome pour mes déplacements. Et en fait ayant grandi en Ile-de-France, j'ai toujours eu un pass imaginaire subventionné par la région, par le département, ce qui fait que j'ai jamais eu de problème pour me déplacer, parce qu'en fait, comme tous les jeunes en Ile-de-France, avec la carte imaginaire, je peux aller un peu partout, tout le temps. Il y a des bus, il y a des RER. En plus, ça coûte pas cher à mes parents. Moi, ça me coûte pas cher, donc j'ai jamais eu de besoin de chercher autrement à me déplacer. Et il s'avère qu'au moment où j'ai commencé à devenir autonome, sorti de l'adolescence, début de l'âge adulte, il s'avère que j'ai voulu aller à des endroits, à des horaires, et qui étaient à des horaires un peu particuliers, et dans des endroits qui n'étaient pas forcément bien desservis par les transports. Et je pense que là c'est joué un gros sujet, c'est est-ce que je décide d'acheter une voiture et de faire en voiture comme tout le monde fait en fait, à vrai dire, enfin la majorité on va dire. Et je me suis rendu compte que j'avais pas forcément les moyens et que je me suis dit en vélo je vais essayer quelques fois, mais je me souviens vraiment m'être dit les premières fois ça m'ennuie d'y aller en vélo quoi. Pourquoi Parce que ça va être fatigant, parce que je sais pas où garer mon vélo, parce que je vais peut-être me faire voler mon vélo, parce qu'en plus j'ai pas vraiment de vélo donc je vais devoir emprunter celui de mon frère, donc etc. Et tout ça faisait que au début je me souviens très bien m'être dit je suis ennuyé, j'ai pas envie de faire trop d'obstacles. Ouais, j'ai pas envie d'y aller en vélo. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était le moyen le plus pratique, parce que moi, pour aller de mon université à mon domicile familial, j'avais 45 minutes de transport en commun ou 12 minutes de vélo. Oh. Et du coup, j'ai quand même fait ce trajet-là pendant 2 ans, systématiquement en transport.
parce que c'était logique de faire comme ça en fait. Parce que tout le monde le faisait et parce qu'il n'y avait pas autant ces obstacles. Voilà, et parce que j'avais ma carte imaginaire, ça me coûtait 15 € par mois, parce que du coup c'était remboursé, la carte imaginaire coûte 2 fois moins cher que quand on est imaginaire, et en plus le Val-de-Marne rembourse la moitié. Donc moi je payais 15 €. 15 € c'est rien, pour moi c'était même pas une question de chercher à faire autrement, c'est presque gratuit. Et sauf que les jours où je me réveillais en retard pour aller en cours, et ben je prenais mon vélo parce que c'était mon seul moyen d'arriver à l'heure. Et petit à petit, je me suis dit, mais pourquoi je me lève une demi-heure plus tôt pour y aller en transport alors que je peux faire la même chose plus rapide et gagner une demi-heure de sommeil. Et ben, petit à petit, je me suis mis à le faire et puis je me suis mis à l'utiliser pour aller voir mes copains et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'ai aimé avec le vélo, c'est l'usage en fait que ça me permettait. La rapidité, la flexibilité, la liberté de pouvoir découvrir, parce que je me suis rendu compte que j'ai vécu 25 ans au même endroit et forcément avec le vélo j'ai découvert des nouveaux endroits, des petits passages, des chemins, des passerelles au-dessus des voies ferrées, etc. Choses que je ne connaissais pas en transport en commun parce que je rentrais dans mon bus, je m'asseyais et en plus il s'avère que c'était le même bus que je prenais depuis la 6e. Donc au bout d'un moment, au bout de 10 ans de même bus, je commençais à en avoir un peu marre de connaître comment ça fonctionne et du coup le vélo m'a permis d'avoir un usage de la ville, de l'espace et de mes pratiques de mobilité qui étaient différentes. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis devenu un peu amoureux de ce que le vélo m'a permis de faire. Et surtout, en plus, comme moi, du coup, j'ai fait une licence de géographie, aménagement, urbanisme, je suis assez intéressé par la ville, etc. Et je me suis rendu compte que le vélo, en fait, c'était le meilleur, avec la marche évidemment, mais le meilleur moyen en fait de découvrir la ville, l'espace qui est autour de nous. Et en fait, je me rends compte que ce que j'aime, c'est pas le vélo en soi, ce que j'aime, c'est ce que nous permet le vélo en fait, la liberté que nous offre le vélo pour découvrir le territoire, pour s'arrêter, pour pouvoir discuter avec quelqu'un, pour pouvoir faire demi-tour, pour pouvoir décider de passer dans un petit chemin, pour pouvoir toutes ces petites choses qui permettent de l'exploration de la ville et du territoire que permet le vélo. Et je me suis rendu compte que c'est ça qui m'intéresse particulièrement et qui me plaît. Donc du coup, en t'écoutant, je fais une hypothèse que ce qui t'a fait surmonter les obstacles que tu as d'abord mentionné, je ne sais pas où me garer, c'est compliqué, ce qui t'a fait surmonter ça, c'est la qualité de l'expérience. Est-ce que c'est ça Alors pour moi, c'est deux choses différentes, parce qu'il y a ce qui m'a permis de le faire au début, oui, et ce qui a fait que je le continue à le faire sur le long terme. Et je pense que ça, souvent, on fait la confusion entre les deux. Il y a qu'est-ce qui nous donne envie et nous permet de nous mettre à vélo, oui, et qu'est-ce qui fait qu'on reste cycliste et qu'on continue à devenir cycliste. Et je pense que ce désir et ce plaisir d'être à vélo, c'est quelque chose qui est difficilement communicable à quelqu'un qui n'a jamais fait de vélo. C'est très difficile de dire à quelqu'un: ah mais demain, plutôt que d'aller en voiture ou en transport, prends ton vélo, tu verras, c'est super agréable. Ouais. Et ben en fait, ça, et tant que la personne n'a pas expérimenté, il sera totalement fermé à cet argument-là, parce qu'il peut pas. En fait, il faut l'expérience pour le vivre. Et du coup, pour moi, ce qui d'abord fait que je me suis mis à faire du vélo, non, c'est par rapport à tous ces obstacles liés à l'absence de stationnement, l'absence d'aménagement, etc., l'image que j'avais du vélo comme quelque chose de fatigant, d'ennuyeux, etc. Ce qui a fait que j'ai fait au début, c'est parce que c'était rapide, efficace, économique. C'est ça ce qui a fait que je me suis dit au début c'est bien. Et ce qui a fait que j'ai continué à le faire, c'est que ok certes ça fait pas de bruit, ok certes c'est économique, mais ce qui fait que ça me plaît, c'est parce que ça me provoque un plaisir. Et ce plaisir-là, je ne pouvais pas le connaître puisque je ne l'avais pas expérimenté. Donc je pense que c'est très différent entre les motivations qui fait qu'on se met à faire du vélo ou même n'importe quel autre mode de transport et ce qui fait qu'on y reste. Et je pense que c'est deux choses très différentes. Et quand on est cycliste régulier et qu'on dit à quelqu'un: ah, fais du vélo, tu verras, c'est quelque chose de super agréable, tu verras, tu vas découvrir des choses, et ben je pense que c'est un argument que l'auditeur et que la personne qui n'est pas cycliste ne peut pas entendre. C'est pas concevable, on comprend pas ce que ça peut faire sur nous tant qu'on l'a pas expérimenté. Donc l'argument pour convaincre quelqu'un de faire du vélo, si on devait convaincre les gens, et l'argument qui fait qu'on reste, pour moi c'est deux choses très différentes et il faut faire cette distinction là, et ce qui fait qu'ils ne sont pas les mêmes, et ce qui fait que si on cherche à convaincre quelqu'un, et ben, il faut bien utiliser les arguments qui sont à cette étape là du changement et pas celles qui font qu'on continue. Et voilà, pour moi il y a vraiment deux différences entre les motivations qui sont au début et sur le long terme. Pour ta thèse, tu as interviewé beaucoup de personnes.
est-ce que tu constates ces mêmes parcours Assez souvent. Alors je pense que moi ma sensibilité elle est particulière parce que moi je suis géographe, urbaniste, dans mes activités personnelles je fais des balades sur la ville, je suis un peu guide aussi, donc j'ai tout ce goût-là qui est peut-être exacerbé par rapport à quelqu'un d'autre, mais je pense que ce plaisir de faire du vélo qui moi du coup transparaît plus dans la découverte de l'urbain mais qui peut transparaître d'une autre manière chez quelqu'un, je pense que ces choses-là existent de manière assez importante, et c'est surtout la difficulté à concevoir ce plaisir-là, tant qu'on ne l'a pas fait, ça je pense que c'est quelque chose qui est assez commun et qui est même général à tout le monde. Je pense que le plaisir qu'on a à faire du vélo et à découvrir et à voilà, se déplacer d'espace en espace d'un point A à un point B en vélo, ce plaisir-là on peut pas le connaître et c'est logique. Et c'est comme tout en fait dans la vie, tant qu'on n'a pas fait l'expérience, on est un peu hermétique aux arguments qui font la promotion de cette expérience-là parce qu'on a besoin en fait de le voir pour le croire en fait, et c'est quelque chose qui est assez commun. Je pense à tout être humain, c'est qu'on a une vision très égocentrée du monde et on voit ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, etc. Et tant qu'on a beau nous le dire, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on a du mal à y croire. Je voudrais faire une petite parenthèse avant d'aborder la méthodologie de ta thèse. Juste un petit zoom sur l'IFSTAR, qui est l'institution où tu fais ta thèse. IFFSTAR. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, il n'y a qu'un F déjà, c'est l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. Donc, qui a changé plusieurs fois de nom et qui changera encore de nom bientôt, donc pas besoin de l'apprendre par cœur. Et en fait, c'est du coup un institut de recherche publique qui fait des recherches sur les transports. Et du coup qui a évolué assez souvent de nom et du coup qui s'intéresse à la dimension à la fois technique et socio-économique des transports et de la mobilité. Donc moi mon travail c'est plus d'ordre socio-économique, mais il y a aussi des travaux qui sont faits sur la résistance des matériaux, la conception des ponts, la conception des routes, ce genre de choses. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs activités et domaines de recherche au sein de cet institut. Donc c'est un institut public qui fait des recherches sur les transports. Et du coup, ma thèse s'inscrit dans un laboratoire qui est au sein de cet institut-là. Et l'œuvre de recherche en matière de vélo, est-ce qu'il y a déjà pas mal de choses qui existent ou est-ce que c'est assez nouveau, ce que tu fais? Alors, des recherches sur le vélo, il y en a, et il y en a depuis quelques années, mais évidemment il y en a de plus en plus parce que le sujet pénètre un peu toutes les sphères de la société, que ce soit le monde associatif, la preuve, la réunion de ce soir, le monde de la recherche, les collectivités, etc. Donc ça pénètre un peu tous les domaines. Et évidemment, dans la recherche et sur le vélo, il y a plein de thématiques à aborder. Il y a la question par exemple de la sécurité qui fut longtemps un des sujets numéro 1 de la recherche. Est-ce que c'est dangereux le vélo? Pourquoi c'est dangereux? Est-ce que c'est plutôt bénéfique pour la santé? C'est quoi le rapport? Donc il y a plein de recherches qui ont été faites notamment sur les calculs épidémiologiques liés à l'usage du vélo. Donc ça a été pendant longtemps le terrain de la recherche. Et aujourd'hui on est sur d'autres sujets. Et moi mon sujet, qui je l'espère est un peu différent, c'est d'essayer de comprendre comment un mode qui apparaît et qui est apparu en premier dans les centres des grandes villes, en tout cas en France, comment il se diffuse dans le reste de l'agglomération, alors qu'il a déjà repris dans le centre des grandes villes. À Paris, le vélo a déjà réapparu depuis plusieurs années, on le constate par plein de moyens, nous permettent de le constater dans d'autres grandes villes, en France, Grenoble, Strasbourg, Nantes, enfin voilà. Et d'essayer, moi ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de voir comment le reste de la métropole se convertit, est-ce qu'elle se convertit et comment ça se passe cette conversion à l'usage du vélo et quels sont les vecteurs de cette diffusion-là. Donc évidemment, il y a des analyses qui ont déjà été faites sur ce sujet, mais qui sont quand même relativement minimes. Il y a assez peu de sujets sur la question de la diffusion de l'usage du vélo au sein d'une agglomération qui est du coup assez Paris, c'est particulier parce que du coup c'est la plus grande agglomération française, mais j'espère pouvoir arriver à faire des parallèles avec d'autres agglomérations, que ce soit françaises ou dans le monde, parce qu'au final on a toujours les mêmes à peu près conceptions urbaines, avec notamment pour le cas de Paris, de l'Île-de-France, un centre très marqué Paris, qui est administrativement et géographiquement assez circonscrit, et ensuite une périphérie, une banlieue qui s'étale avec des axes de transport, des autoroutes, des RER, des trains et un habitat, une forme urbaine qui est différente avec plus des habitats en centre-ville. Avant de rentrer dans ces détails-là, je voulais juste comprendre comment tu obtiens tes données pour nourrir ces recherches.
Oui, alors pour mes recherches, moi j'ai deux types de données, des données qui sont statistiques, qui sont les données qui ont été faites en fait depuis 1976 jusqu'à 2010. Donc c'est les données que vous avez pu voir dans les différents tableaux qui ont pu circuler. Donc ça c'est des données qui ont été pris en compte et recueillies par les institutions depuis les années 70. Donc ça c'est pas mes données à moi c'est des données que j'utilise, que j'exploite mais qui existent déjà avant. Et ensuite en plus de ces données là qui sont des données statistiques, moi je fais des entretiens comme tu as pu le dire tout à l'heure, des entretiens avec des habitants d'Île-de-France et de proches banlieues notamment pour comprendre l'évolution de leur usage du vélo, que ce soit auprès de gens qui sont cyclistes convaincus dans des associations vélo, mais aussi des gens qui sont cyclistes lambda, on va dire, des gens qui ne sont pas cyclistes aussi, voir quel est leur rapport au vélo, et aussi les institutions, voir exactement comment on va dire, cet écosystème entre ces différents acteurs et ces différents types d'usagers, comment leur évolution vis-à-vis du vélo peut permettre de comprendre la dynamique dans lequel est le vélo en Ile-de-France. Alors, pour parler un peu de ce qui sort, de ce qui ressort de ces entretiens, ce serait peut-être le moment de leur révéler. Oui. Tout à fait. Alors, donc quand je vous ai parlé des enquêtes qu'on a fait en Ile-de-France pour connaître les mobilités des Franciliens, on a fait une première enquête qui était en 76, donc c'est la première enquête qu'on a à l'échelle régionale des données de mobilité des Franciliens. Donc ça c'est la première. On a eu ensuite en 83, 91, 2001 et 2010. Actuellement il y en a une qui est en cours et on a les premiers résultats, mais elle n'est pas finie parce qu'en fait elle devrait être à cheval entre 2018 et 2021. Donc les résultats définitifs seront en 2021. Mais là, comme on est en 2019, on a les premiers résultats de 2018. Mais voilà, il y a encore, c'est pas encore bien fini, puisque notamment on sait que l'enquête a été pas aussi bien faite que ce qu'on voulait. Donc les chiffres sont encore à prendre avec des pincettes. Et en plus, voilà, il n'y a pas l'échantillon complet qu'on voudra avoir et qu'on aura finalement en 2021. Donc c'est pour ça que les données que je vous ai présentées sur les graphiques s'arrêtent en 2010. De toute façon, on voit il y a des tendances qui se dégagent et qu'on peut projeter sur 2020. En tout cas, on a à peu près une idée de où ça peut continuer. Alors, qu'est-ce qui se dégage ? Donc, qu'est-ce qui se dégage ? Déjà, si on peut parler de ce graphique-là. Ouais. Donc, sur les différents graphiques, vous avez vu, donc, je vous ai mis les 8 départements d'Île-de-France. Donc, vous avez tous, je pense, repéré Paris, et Stein également. Donc, en 8. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, Paris a une part modale du vélo. Donc, part modale, c'est le nombre de déplacements qui sont réalisés avec un mode sur l'ensemble des déplacements qui sont faits par les habitants de ce territoire. Il faut le décrire un peu pour que les personnes qui nous écoutent mais ne voient pas voient l'image. Alors, sur la courbe de l'usage du vélo à Paris, on est sur une pratique qui est très faible en 76, puisqu'on a 0,3% de part modale, donc, ce qui est quasiment proche de zéro, voilà. Et en 2010, on a une part modale qui est de 3%. Donc on a une multiplication par 10 de l'usage du vélo sur ces 34 ans, donc ce qui est quand même assez important, avec un fort accroissement depuis l'enquête de 91 jusqu'à 2010. Et évidemment, il faut faire attention à l'analyse des dates et des années, puisqu'il y a seulement une enquête presque tous les 10 ans. Donc évidemment que le phénomène du retour, il est plus probable qu'il ait été fait plutôt au milieu des années 90, à la suite de la grève de décembre 95 et des premiers plans, notamment plan de circulation douce de la région. Donc voilà, c'est possible que ce soit plus 96 qui soit le moment du décollage de la pratique, plus que 91, parce qu'évidemment on a qu'un intervalle tous les 10 ans. Mais en tout cas, ça donne une idée des tendances générales dans lesquelles est Paris en termes de développement de pratique du vélo. En 2020, on peut supposer qu'on sera supérieur à 3%, et en prolongeant la courbe, on peut à peu près avoir une idée d'où on sera à quelques pourcents près, ça donne une idée. Donc Paris, une très faible part modale en 76 et un fort accroissement jusqu'à 2010. Le plus fort même. Le plus fort de loin. Et sachant qu'on a une augmentation déjà en 83, c'est-à-dire si on regarde entre 76 et 83, on a déjà une augmentation de la part modale du vélo. C'est une augmentation qui est très faible, on voit ça se devine à peine sur la courbe présente sur le graphique, mais n'empêche qu'il y a déjà une augmentation. Donc c'est une augmentation qui date des années 80, c'est quand même quelque chose qui est assez profond. Et aujourd'hui, même si on a l'impression qu'il y a une révolution, on voit bien que les tendances en termes de mobilité, elles sont beaucoup plus longues. Et évidemment, si on les voit par le bout de notre lucarne en 2010, en regardant seulement 2000, 2010, 2020, on a l'impression qu'il y a un bouleversement qui est nouveau, mais en fait, on voit bien que la tendance, elle est quand même beaucoup plus longue que ça. Alors, et les autres Et les autres. Alors, comme vous avez pu le remarquer, en Ile-de-France, souvent, on fait le découpage petite couronne et grande couronne. Et c'est vrai que ce découpage-là, il va nous être assez utile pour essayer de retrouver les courbes des autres départements.
Si Paris a une pratique du vélo très faible en 76, donc le centre a une pratique très faible, on peut supposer, en faisant un peu une sorte de miroir, que c'est en périphérie qu'on trouve la pratique la plus forte. Et du coup c'est assez simple en fait, si on veut trouver les départements de grande couronne, il suffit de regarder les graphiques qui ont les parts modales du vélo les plus fortes en 76. Donc si on regarde les parts modales les plus fortes en 76, on a le graphique 1, le graphique 3, le 4 et le 7. Et en fait, vous allez voir, donc le 1, c'est du coup le Val d'Oise. C'est vrai, d'accord. Donc il y a une pratique. Ouais, je passe tout de suite. Donc le premier, c'est le Val d'Oise. Le troisième, c'est la Seine-et-Marne. Donc 77. Le quatrième, c'est du coup l'Essonne. Et le septième, c'est les Yvelines. Évidemment, tous les départements de grande couronne ne sont pas identiques. On sait très bien que par exemple la Seine-et-Marne est le département souvent le plus rural de tous les départements de grande couronne, notamment du fait que ce soit le plus grand ici. Donc en proportion il y a plus d'espaces peu urbanisés. Et en plus c'est aussi un des plus pauvres. Enfin, par rapport aux autres, notamment les Yvelines, qui est plus aisé. Alors, je voulais juste faire pour dire un petit peu, hein, les courbes de Val d'Oise, de l'Essonne et des Yvelines sont à peu près pareilles, c'est-à-dire une chute qui remonte à partir de 2010, qui arrête de chuter en 2001 et qui remonte en 2010. Voilà, qui arrête de chuter. Ok, effectivement. Et il y a Seine-et-Marne où il y a une sorte de zigzag, une chute un peu plus marquée à partir de 83. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, à ce moment-là? C'est ça justement. C'est pas même si on les met ensemble dans le même panier grande couronne, c'est quand même pas les mêmes territoires. La Seine-et-Marne, c'est quand même beaucoup plus rural. C'est là où les revenus médians sont les moins importants, notamment en comparaison avec tous les autres départements, notamment avec les autres départements de grande couronne qui sont un peu plus aisés, on va dire. Et du coup, on voit bien que la chute, elle a été plus tardive. Du coup, on va parler après de cet accident dans la courbe, mais en tout cas, par exemple, la Seine-et-Marne en 2010 n'a pas encore repris, mais on peut supposer qu'en 2020, dans la prochaine enquête, là ça va reprendre, parce que forcément c'est le plus rural, celui qui va profiter le plus tardivement, on va dire, de cette diffusion de la pratique qui est diffusion qui est spatiale et aussi sociale, parce que du coup ça part aussi des gens qui ont le plus les moyens de changer leur pratique de mobilité, voilà, il y a plein de raisons tout ça. Mais voilà, donc en tout cas on a une baisse globale qui est quand même assez forte sur tous ces départements-là. On voit bien qu'on passe en Seine-et-Marne, on était presque à 4% de part modale. 4% de part modale en Seine-et-Marne, enfin entre 3 et 4% en 76, on peut s'imaginer c'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui à Paris. Donc en termes de pratique, on peut s'imaginer qu'en Seine-et-Marne on avait dans les années 70 à peu près la même part modale du vélo qu'aujourd'hui à Paris. Ça donne une idée d'où on part, et au final c'est quand même pas si loin. 76, alors pour ma part j'étais pas né, mais sûrement pour vous c'est peut-être pas si loin. On avait encore une part modale du vélo assez importante à cet endroit-là. 4%, c'est aussi ce qu'on trouve dans des villes françaises qui font plutôt office de bonne figure en termes de pratique du vélo. Donc on voit bien que voilà, c'est vraiment pas si loin, et ça dépend vraiment quel territoire on regarde. On voit bien qu'il y a des grandes différences. Et du coup, il nous reste 3 départements, qui sont évidemment les 3 départements de Petite Couronne, donc les Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Et vous remarquerez qu'il y a un département qui marque la plus forte progression entre 2001 et 2010. Et des 3 départements de Petite Couronne, il y en a un qui est beaucoup plus urbanisé, qui a une morphologie qui est beaucoup plus proche de Paris que les autres, et je pense que vous le savez, c'est les Hauts-de-Seine. Et en fait, du coup, c'est les Hauts-de-Seine qu'on a en 6, où la pratique augmente le plus fortement en 2010. En fait, c'est le département qui est le plus urbanisé sur le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. On a des espaces qui le sont beaucoup moins, en tout cas davantage, notamment le sud-est du Val-de-Marne, qui est assez presque rural, on peut dire, et le nord-est de... Oui, alors c'est très urbanisé. La Seine-Saint-Denis c'est très urbanisé, à l'exception du nord-est quand même, avec des communes type même Vaujours, Coubron, ce genre de territoire-là. Mais après, il y a la dimension aussi socio-économique qui est importante. Et évidemment, comme on a dit que la diffusion, le retour de la pratique du vélo, il se fait d'un centre à la fois spatial et social vers une périphérie, évidemment que les ménages de Seine-Saint-Denis sont moins aptes à
à profiter de ce changement, d'autant plus qu'il y a ici la question de l'image sociale du vélo aussi qui est important aussi à comprendre dans tout ça. Et pour beaucoup de populations de Seine-Saint-Denis qui accèdent seulement récemment à la motorisation, des gens qui sont issus de quartiers populaires, de milieux populaires ou issus de l'immigration, l'accession à l'automobile et à l'inverse le vélo, ils n'ont pas les mêmes images et pas les mêmes références que dans le reste de la population. Là, c'est donc la première fois que tu mentionnes un facteur culturel. Oui, c'est quand même... Ouais. La Seine-Saint-Denis, c'est le 2. Oui. D'accord. Parce que je pense... Enfin, Probablement 80. voilà. Mais le... Oui, mais alors, sur les Hauts-de-Seine, là, Oui. il n'y a pas eu particulièrement d'aménagement cyclable fait entre 2001 et 2012. Oui, Pas particulièrement. Qu'est-ce qui s'est Donc, passé en ça veut 2000? dire Ouais. que la croissance du nombre de cyclistes n'est pas liée aux Alors ça veut pas dire qu'elle... Pour moi, je pense pas qu'elle est pas liée. Je pense qu'évidemment les aménagements jouent un rôle, Oui. mais je pense qu'il y a des tendances de fond Ouais. qui sont Non, mais c'est intéressant. qui dépassent ça et qui fait que, étant donné qu'il y a davantage de cyclistes en 2010 qu'en 2001, et ben ces cyclistes vont demander des aménagements et ainsi de suite. C'est la question de la poule et l'œuf. Je pense qu'on ne pourra jamais définitivement trancher. Les deux arrivent de manière concomitante et les deux s'influencent. Voilà. Et... D'accord, donc un peu plus d'aménagement, un peu plus de cyclistes, un peu plus de demandes, donc un peu plus d'aménagement. Voilà. Et est-ce qu'on peut conclure que le tissu associatif, où tu vas nous dire, dans le 92, où nous sommes, est plus fort qu'ailleurs? Eh ben, c'est possible. C'est vrai que j'ai pas regardé la proportion d'associations par habitant ou par territoire. C'est possible qu'il y en ait plus en plus, mais en tout cas pour le cas de Paris, c'est vrai que la pratique redémarre en premier à Paris. Il y a plein de raisons qui permettent d'expliquer cela, évidemment, mais la présence d'une association, voire de plusieurs associations depuis les années 70 et d'un mouvement militant assez présent à Paris, évidemment joue un rôle pour la demande d'aménagement, pour la prise en compte du vélo et pour le développement de la pratique cycliste. Évidemment que les associations ont... J'ai une énorme question. Comment tu expliques cette part modale aussi faible à Paris en 76? Alors, en fait, il faut voir la manière dont on voit l'apparition du vélo aujourd'hui, du coup de ce centre vers la périphérie. Il faut voir le même miroir. Il faut mettre le même miroir pour comprendre la voiture. Je pense que C'est-à-dire c'est que le souvent, moment de... on va voilà, parler de ça. On va montrer souvent, l'autre. on va en parler. Justement, on a souvent l'impression de parler du vélo comme de quelque chose d'exceptionnel, de différent, d'un mode révolutionnaire ou quoi. Enfin, souvent du point de vue des militants et des gens pro-vélo et qui s'intéressent au vélo. Mais en fait, il faut voir le vélo comme un objet de société assez classique et qu'on retrouve à peu près les mêmes choses avec la voiture ou les autres modes de déplacement. La voiture, elle est apparue en France et dans le monde d'abord dans les villes. Elle est apparue dans les centres-villes, la voiture d'abord en Ile-de-France, elle est arrivée dans Paris, dans les endroits où il y avait les gens qui avaient les moyens de s'acheter une voiture. Les premiers aménagements routiers, on les a fait sur les Champs-Élysées, dans l'ouest parisien, où il y avait les gens qui avaient les moyens d'avoir une voiture, et c'est là que la voiture est arrivée. Et ensuite, la voiture s'est diffusée socialement et spatialement à l'ensemble de la population. Et ceux qui ont été moteurs au début pour la voiture, c'est les gens qui ont les moyens. Et pour le vélo, évidemment qu'il y a d'autres dimensions plus qu'économiques, mais aussi culturelles et sociales à prendre en compte. Et on retrouve avec cette même diffusion-là. Donc au moment où en 70, on a, on va dire, l'apogée de la voiture dans Paris et de la motorisation, et que le vélo, du coup, du fait d'une sorte d'opposition structurelle dans l'occupation de l'espace entre les modes motorisés et le vélo, fait que le vélo a totalement disparu. En plus, à Paris et en France, il y a le cas particulier des deux roues motorisées, souvent des mobylettes, de tous ces engins qui ont fleuri dans les années 60-70 et qui ont permis une motorisation de la population. Ce qui fait que en 70, le vélo dans Paris, il existe quasiment plus, parce que du coup, c'est la motorisation qui a pris toute la place. Sachant que, s'il ne faut pas oublier, à Paris, on a quand même la marche et le transport en commun qui sont très efficaces et qui représentent la majeure partie, qui ont toujours représenté la majeure partie des déplacements et qui font que, de toute manière, la marche et le métro, c'est très efficace dans Paris. Donc, le vélo a trouvé une autre, les usagers ont trouvé une autre alternative avec ces autres modes-là. Et ce qui fait qu'au moment où on arrive à la saturation de la motorisation dans Paris, c'est pas encore le cas en périphérie. Et ensuite, aujourd'hui, c'est le cas à Paris, donc de la saturation de la demande et de l'usage de la voiture. C'est dans l'enquête de 91 qu'on a la part modale de la voiture la plus forte dans Paris. Donc en 91, dans l'enquête de 91, la voiture atteint son maximum dans Paris et depuis elle ne cesse de décroître. On se rend compte qu'en proche périphérie, c'est 10 ans plus tard, dans l'enquête d'après, et qu'en grande périphérie, c'est possible que ce soit la dernière enquête 2010 qui soit la saturation et que depuis ça baisse, quoi.
Et du coup là arrive un deuxième graphique et je sais pas si vous avez ce graphique là. Oui, oui. Il y en a un qui a tourné. Est-ce que vous en avez un deuxième? Alors déjà on peut prendre celui-ci. En effet, il y en a un deuxième je crois. Ouais. Oui, Alors, c'est celui-là. alors mais d'abord on va voir celui d'Abel. Là, je vais faire tourner. Il y a celui-ci aussi. En fait celui-ci c'est un condensé de tout ce qu'on a vu, de tous les graphiques. Donc là cette fois-ci c'est pas un découpage administratif. C'est pas un découpage par département, c'est un découpage qui est morphologique, qui est lié à la forme urbaine de l'Île-de-France. Donc c'est pour ça que là il n'y a pas 8 courbes, mais il y en a seulement 5. Donc il y a la moyenne, et ensuite 4 territoires, donc Paris, la proche banlieue grosso modo, mais qui est un découpage morphologique, la grande banlieue et les espaces ruraux qui sont autour de l'Île-de-France. Et on voit bien que quand on met ensemble tous ces territoires-là... Juste pour ne pas aller trop vite, c'est la morphologie. Donc en fait, voilà, c'est une carte qui identifie plusieurs types de formes de villes. Et quelles sont les formes? Voilà. Est-ce que c'est juste des questions de la hauteur de proximité. bâtiments? Voilà, c'est la question de densité urbaine, de densité d'emploi, de proximité des habitations. Donc forcément, Paris, c'est une certaine densité d'emploi et d'habitation et de forme urbaine. Ensuite, c'est un peu plus lâche en termes d'habitation et de densité d'emploi, etc. Et là, on voit bien que quand on fait ce découpage-là, en fait, alors qu'en 76, on avait une hiérarchie claire de l'usage du vélo entre les territoires. Donc plus on était loin, comme on a vu, plus on faisait de vélo, plus on était proche de Paris, on était dans Paris, moins on faisait de vélo. Et en fait, cette tendance, au fur et à mesure, s'inverse. Voilà, et qu'il y a une sorte d'inversion des tendances, et cette hiérarchie qui est inversée. Donc avant, plus on était loin de Paris, plus on faisait de vélo, et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est à Paris qu'on fait le plus de vélo, et en grande banlieue qu'on en fait le moins. Et du coup, c'est là que intervient ce schéma de principe, qui est un schéma de principe en fait assez général sur l'évolution des pratiques de mobilité. Donc en orange, c'est la pratique du vélo, en foncé, c'est le centre, et en pointillé très clair, c'est la grande périphérie. Et là, c'est un schéma un peu conceptuel qui a été fait un peu pour représenter ce qu'on peut voir là dans Paris, mais ce qu'on voit dans Paris, en fait, c'est des choses qu'on voit aussi dans d'autres villes françaises. À Strasbourg, où j'ai regardé les mêmes données, et à Lille, on a à peu près les mêmes tendances. Donc fort en périphérie avant, ça baisse, faible en centre-ville et ça augmente, et c'est cette inversion. Et en fait nous on a un peu, donc ça c'est la pratique du vélo en orange, et on a du coup, nous notre fenêtre allait uniquement de 70 à 2010, vous vous souvenez, c'est seulement la période qu'on a, et du coup on voit bien qu'à ce moment là, c'est le moment où on a une inversion. Paris qui était faible, donc en foncé, passe au-dessus des autres courbes. Paris était en dessous, le foncé était en dessous des autres courbes, passe au-dessus, et inversement. Et du coup il y a une inversion de la pratique de l'usage du vélo sur le long terme et selon les territoires. Et quelle courbe impulse quelle courbe? Est-ce que c'est ou est-ce que c'est une question de la poule et de l'œuf? Est-ce que c'est parce qu'on a réduit la présence de la voiture d'abord à Paris que le vélo a ensuite pu prendre son envol, ou est-ce que c'est parce qu'on a impulsé, on a renforcé les aménagements cyclables? Oui. Après, comment ça s'est passé cette dynamique? Plein de raisons. Comme on a dit tout à l'heure, c'est la voiture arrive dans Paris en premier, et la saturation et les effets les nuisances de la voiture sont d'abord ressenties à Paris, parce que c'est là que ça a apparu en premier, et aussi c'est là que c'est le plus dense, donc forcément les nuisances de la voiture, c'est là qu'elles sont les premiers visibles. Forcément, quand on est dans un espace aussi dense et une densité de déplacement aussi dense qu'à Paris, les questions de bruit, de pollution, etc., elles sont encore plus accentuées que dans un espace rural qui est beaucoup plus lâche, où forcément la question de bruit de la voiture, y a tellement d'espace que voilà, on peut arriver à faire avec. À Paris, ça arrive en premier, et en plus l'espace de la ville dense fait que les nuisances sont encore plus visibles et encore plus importantes qu'ailleurs. Et à l'inverse, du coup, à cette même époque, en grande périphérie, c'est là où on continue à favoriser l'étalement urbain, les autoroutes, les grands centres commerciaux, etc., qui eux favorisent l'usage de la voiture et rendent la pratique du vélo plus contraignante. Donc il y a ce double effet. Dans un centre, on essaye de limiter, on commence à limiter la voiture, à réfléchir pour faire moins, etc. Et en périphérie, on continue à faire pour les modes motorisés, à favoriser l'usage des modes motorisés. Je voudrais comprendre quelque chose. La réduction de la voiture pour diminuer les nuisances. Comment s'est opéré ce lien? Est-ce qu'on dit, tiens, il y a tellement de voitures, c'est trop encombrant, il y a trop de pollution, donc on va réduire la présence de la voiture, ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons pour le faire? Comment s'est évoluée cette politique? Je pense que sur la perception des nuisances liées à l'usage de l'automobile, je pense qu'ils sont très différents en fonction des époques. Typiquement aujourd'hui, la question par exemple de la sédentarité, qui est quelque chose d'extrêmement important pour aujourd'hui, du fait qu'on fait de moins en moins d'activité physique, des problèmes de surpoids, etc. C'est des problèmes
que nous aujourd'hui on met en lien avec la motorisation, mais qu'on faisait pas du tout à l'époque. Typiquement à l'époque c'était pas un sujet, on disait pas il faut que les gens arrêtent de prendre la voiture parce qu'ils font pas suffisamment d'activité physique, c'était vraiment pas un sujet. Alors qu'aujourd'hui ça peut être un argument pour favoriser la réduction de l'usage de la voiture. Donc je pense qu'il y a des arguments qui sont différents et qui au fur et à mesure des années deviennent de plus en plus hétéroclites. On en découvre de nouveau. C'est typiquement cette question de la sédentarité. À l'époque, les premiers arguments, c'est la question de la place. Paris, d'abord, si on veut continuer à faire de la place pour la voiture dans Paris, il faut supprimer, il faudrait élargir les routes, il faudrait élargir les voies, il faudrait casser des monuments historiques. Chose qui était encore un peu possible au début dans les années 50-60, c'est ce qu'on a fait quand même, parce qu'on a fait le périphérique, on a fait des grandes autoroutes urbaines, on a fait les quais de Seine, on a quand même bien déformé Paris. Mais bon, c'est vrai qu'Haussmann nous avait bien aidé. Donc Haussmann avait déjà bien taillé Paris, a fait des grands axes qui a permis à la voiture en fait de pas déformer Paris tant que ça et de pouvoir s'adapter. Et à un moment, il y a de plus en plus de gens qui, dans des logiques de patrimonialisation, de défense du patrimoine historique, et c'est ce qui s'est aussi d'ailleurs un peu passé aux Pays-Bas, en disant on veut garder cette qualité de ville, d'architecture, et du coup on va pas tout détruire, on va peut-être faire un peu moins de place à la voiture. Et du coup je pense que les premiers arguments, de mon point de vue, c'est plutôt ceux-là qui sont apparus. Parce qu'il faut savoir qu'à Paris, dans les années 70, la place de l'Hôtel de Ville c'était un immense rond-point, que le parvis de Notre-Dame c'était un parking, que le plateau Beaubourg aujourd'hui à Beaubourg c'était un parking. Tous ces espaces-là sont des espaces de parking qui sont aujourd'hui des espaces de détente, de loisirs, de sociabilité, etc. Donc on a aussi, à la base, l'enjeu c'est de redonner de la place à la vie urbaine, à la rencontre, aux architectures, etc. Donc c'est plus une défense de la ville plutôt que contre la voiture, je pense. D'accord. Ouais. Même si évidemment qu'il y a des gens qui faisaient entendre cette voix-là, c'était plus un enjeu de place, de forme de ville, et notamment c'est le moment où, par exemple, dans les années 70, tu connais bien le sujet, on a empêché la radiale vers Saint-Gétorix, le prolongement de l'autoroute qui devait aller jusqu'à Massier et traverser Fontenay-aux-Roses. Voilà, c'est à cette époque-là. Donc les sujets, c'est plus sur la protection de l'environnement et du cadre urbain, plus que vraiment remettre en cause la motorisation et les déplacements. Et là, tu fais référence à ce projet citoyen qui a été effectivement mené par le fontenaisien Louis Pouamounou, qui a permis, grâce à la mobilisation Merci. qui a permis effectivement d'éviter le prolongement de la Nice. Qui dit mouvement citoyen, dit association. Juste pour faire un petit zoom sur les associations, quel a été le rôle des associations, notamment à Paris, parce qu'on s'intéresse à la région Île-de-France, dans cette dynamique. Alors là, je vais parler sous le couvert d'Abel, j'espère qu'il ne me reprendra pas trop. Mais évidemment qu'à Paris, il y a eu la place particulière des associations. Alors, il y a eu la création de l'ancêtre de MDB en 72, d'abord pour permettre aux cyclistes d'utiliser les couloirs de bus, puis la création du coup de MDB, Mouvement de défense de la bicyclette, en 74, qui va être présent donc sur le territoire parisien notamment pour défendre la prise en compte des cyclistes et des aménagements cyclables. Évidemment, cette voie qui est assez forte au début des années 70, du fait des mouvements sociaux qui sont un peu issus de 68, avec le début des prises en compte des problèmes environnementaux et tous ces sujets-là, et notamment par exemple les Amis de la Terre, qui sont une association environnementaliste qui faisait la promotion du vélo au début des années 70. On va dire que cette dynamique-là, au cours des années 70, début 80, il s'essouffle un peu. Au final, il ne se passe pas tant de choses que ça pour le vélo à cette époque-là. Il faut attendre plutôt les années 80, et souvent on parle d'un événement assez fondateur qui est l'accident du président et fondateur du mouvement de défense de la bicyclette, donc la première association française à faire la promotion du vélo à Paris, qui subit un accident de la route, et qui à la suite de cet accident qui est médiatisé, Jacques Chirac, le maire de Paris de l'époque, décide de commencer à prendre en compte le vélo, et il commence à réfléchir un peu au vélo, même si il avait déjà commencé à mettre en place des politiques de réduction de la voiture. Mais le vélo n'avait pas encore été pensé en opposition, on va dire, en balancier. Mais voilà, et donc les années 80, on commence à faire des choses pour le vélo, mais il y a encore aussi cette posture militante et très engagée, parce que de toute manière,
les institutions et les collectivités ne prennent pas forcément en compte les revendications, donc ça reste quand même assez, on va dire peut-être un peu frontal. Et au fur et à mesure des années, le changement aussi de municipalité, avec l'arrivée de Tibéri en 95 quand Jacques Chirac était élu président, va décider aussi de prendre encore un peu plus en compte le vélo, et commencer à faire davantage de pistes cyclables, même si on avait eu quelques-unes auparavant, et puis ensuite après de la Noé, et puis aujourd'hui Hidalgo, enfin voilà, après vous connaissez le phénomène, mais c'est que c'est un phénomène qui est encore une fois dans une tendance qui est assez longue, et que au renouvellement de la municipalité et l'évolution du dialogue avec les associations, donc au début il n'y avait que MDB, entre autres en tout cas pour Paris, et ensuite d'autres associations qui vont apparaître, que ce soit à Paris, mais aussi en banlieue au cours notamment de la fin des années 80 et début 90, et bien aussi, encore une fois, cette diffusion aussi de ce militantisme qui au début est strictement parisien, même si MDB au début, le mouvement de défense de la bicyclette n'est pas purement parisien, mais c'est plutôt à Paris que se jouent les enjeux, et au fur et à mesure, ça se diffuse, et le militantisme aussi se diffuse, et la preuve, aujourd'hui on a une association à Fontenay-aux-Roses, et d'autres fleurissent aussi un peu partout en banlieue. Justement, on en a parlé avant, mais comment tu expliques cette recrudescence des associations, parce qu'on le constate clairement, une association commence après l'autre, il y en a de plus en plus. Il y a une sorte, je pense, apparaissent. il y a une sorte de phénomène de mimétisme un peu. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré le président actuel de Vincennes à vélo, qui est l'association qui fait la promotion du vélo à Vincennes, donc dans le Val-de-Marne, dans l'est de Paris. Et il m'avait dit, au début, les fondateurs, parce que du coup, lui, il avait fait partie des fondateurs, les fondateurs, on s'était inspiré un peu de ce que faisait Montreuil, de l'association Vivre à vélo en ville de Montreuil, qui existait depuis le début des années 90. Et il m'a dit, les fondateurs de Montreuil, eux, ils s'inspiraient un peu de ce que faisait MDB, donc de ce que faisait Paris. Alors évidemment, là, ça reste assez proche géographiquement, mais il y a un peu cette idée que on s'inspire de ce que fait le voisin, et souvent ce que fait le voisin, c'est plus près de Paris, et qu'il y a un peu cette sorte de diffusion qui se fait. Et également parce que je pense qu'il y a une vie de la métropole et de l'agglomération parisienne qui dépasse l'usage du vélo, notamment tout ce qui est mobilité résidentielle et les déménagements. Qu'est-ce que c'est mobilité résidentielle? C'est le fait de déménager, de changer de résidence, de changer de lieu de résidence. Et on se rend compte qu'en Ile-de-France, il y a une mobilité résidentielle qui est marquée par deux grandes tendances. Et la première grande tendance, c'est que la mobilité résidentielle est centrifuge, c'est-à-dire que les gens, quand ils sont jeunes, ils s'installent d'abord plutôt dans Paris, ou en tout cas au centre de l'agglomération, et au fur et à mesure au cours de leur vie, ils sont poussés par notamment les questions de prix de l'immobilier vers l'extérieur de la périphérie. Ce qui fait que sûrement parmi certains d'entre vous, vous avez été plus jeune à Paris, et qu'au fur et à mesure, vous avez voulu avoir un logement un peu plus grand. Bien sûr. Pour valider entièrement ce que tu as dit sur le plan historique, sauf un détail. Alors oui, je ne le présenterai pas comme ça. C'est-à-dire en fait, tu as bien fait de mettre l'accent sur l'accident de Jacques Essel qui a relancé le truc à Paris début des années 80. Par contre, ça a au contraire coupé l'échec, puisque c'est les fameuses bandes vertes qu'on a appelées couloirs de la mort. Et ça a fait que pendant 10 ans, ça a plombé le vélo dans Paris. Oui. Et que je prendrai bien vers aussi. Il y a eu effectivement des choses avant 95, mais c'est tout à fait en 93-94. Et d'une part, sous l'impulsion de Jacques Toubon, maire du 13e arrondissement, et qui était candidat à la mairie de Paris et qui a fait des trucs localement en faisant les premières zones 30. Et puis d'autre part, d'action au niveau national sous l'impulsion du ministère de l'Environnement. Mais la ville de Paris, ils ont tellement été... Oui, je peux plutôt dire que l'accident en 82, c'est plus un accident, plus un accident qu'un début d'une nouvelle tendance, quoi. Ça montre un intérêt spontané du fait de l'accident et de la médiatisation. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un intérêt, et puis Jacques Chirac a été le voir à l'hôpital, enfin des trucs comme ça. Donc ça relance, ça a lancé. En termes d'envie, ça a été très brusque. Ils ont fait 30 km de bande verte en quelques jours. Mais l'échec absolu de ce truc-là la salade double mozza a complètement tout fait basculer. Mais ça ne change rien à l'économie générale de ce que tu dis. Mais en tout cas, ça vient de le souligner. On a parlé de cette évolution, de cette diffusion depuis Paris vers la petite couronne et ailleurs.
à Paris, donc la voiture a commencé à disparaître, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles, la dynamique vélo qui nous intéresse apparaît surtout à Paris, dans des villes au centre. Oui, de toute façon, on l'a un peu déjà évoqué tout à l'heure, il y a la question de la saturation de la motorisation, du fait de la densité particulière de Paris en termes de déplacement. À Paris, il y a une densité de déplacement qui est extrêmement importante. Et c'est vrai que par exemple aujourd'hui, dans l'enquête de 2010, on sait qu'il y a seulement 12% des déplacements qui sont faits en voiture dans Paris. Donc c'est faible, 12% par rapport aux 88 qui restent. Et pourtant, quand on est à Paris, on a l'impression qu'il y a des voitures absolument partout et que c'est l'apocalypse. Mais en fait, au final, la part de déplacement fait en voiture est assez faible. L'échelle de tout ce qu'il fait, mais il y a une densité de déplacement qui est extrêmement importante. On sait, Paris, c'est une ville extrêmement dense, que ce soit à l'échelle de la France ou même dans le monde entier. Il y a une densité qui est extrêmement importante en matière d'habitation, mais aussi en matière d'emploi. Et c'est évidemment un territoire très dense, et ce qui fait que les problèmes même si on regarde en proportion de l'ensemble des déplacements, les déplacements motorisés, les déplacements représentent une part très importante. Et par exemple, pour faire une petite illustration, si je dis pas de bêtises, la part de l'automobile à Amsterdam est à peu près similaire, même si même il pense que c'est supérieur à Paris. C'est supérieur. C'est supérieur à 12%. Et pourtant, quand on est à Amsterdam, on n'a pas l'impression d'être envahi de voitures. C'est juste que voilà, Paris fait que la densité et le nombre très important des autres déplacements fait qu'il y a seulement 12% de déplacements motorisés. Mais 12% de motorisés sur une quantité qui est beaucoup plus grande et sur une densité qui est beaucoup plus importante, et ça a un effet qui n'est pas le même. Donc c'est là aussi l'obstacle pour réfléchir et pour concevoir les déplacements, de s'arrêter juste à cette question de part modale, parce que ça dépend, c'est en proportion des autres déplacements. Étant donné qu'à Paris il y a énormément de déplacements, notamment à pied et en transport en commun, et notamment en métro, qui sont très peu visibles et peu nuisibles, fait que forcément en proportion la voiture elle est assez faible. Mais voilà, il faut s'imaginer que 50% des déplacements qui sont faits dans Paris sont faits à pied. Et ces 50% là, c'est énorme, c'est sûrement la ville du monde où il y a le plus de déplacements à pied en pourcentage. Mais ces déplacements qui nous gênent assez peu au final au quotidien. Alors si des fois on est peut-être un peu bousculé sur le trottoir, ce genre de choses, mais en tout cas ça se passe assez bien, ça fait pas de nuisance, ça fait assez peu de bruit, il y a assez peu de bouchons, donc en proportion, il faut toujours regarder cette proportion par rapport à quoi elle est. Et à Paris, la densité de déplacement est vraiment très très forte, donc forcément. Et moi j'avais une thèse sur cette situation, je voudrais te la soumettre. Moi je constate personnellement un ras-le-bol sur la route qui est de plus en plus fort. Par exemple sur la RD 63 que je prends aujourd'hui, je ne prends plus la coulée verte parce que ça devient trop compliqué avec les piétons et avec les ressauts et les coupures à chaque fois. Et je constate maintenant donc, que j'arrive souvent systématiquement dans un bouchon et que des automobilistes commencent à faire demi-tour. J'arrive donc à Châtillon, devant le bâtiment de Miel. Voilà, c'est un grand bâtiment. Et les voitures commencent à faire demi-tour. Pour moi, c'est le début d'une exaspération. Une véritable exaspération. Parce qu'en fait, ils sont vraiment piégés. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et moi, je pense qu'avec notre activité des associations, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Nous sommes en train de canaliser cette énergie très négative qui, ailleurs en France et même ici, c'est traduit par la crise des Gilets jaunes, parce que ça parle aussi d'un ras-le-bol, d'une vie qui est devenue trop compliquée. Et je suis peut-être trop idéaliste, mais tu vas me le dire, ce sont quand même aussi les associations vélo qui arrivent à transformer cette énergie très négative en quelque chose de très positif. C'est-à-dire, ils font des propositions, ils sont force de proposition pour trouver des solutions qui permettent aux gens de découvrir cette solution et en plus d'acquérir une qualité de vie meilleure. Et j'étais ça en constatant qu'il y a aussi ce mouvement national qui est en train d'avoir lieu avec une campagne qui a eu lieu l'année dernière, qui s'est soldée par une prise en compte du vélo dans la loi d'orientation des mobilités. Et il y a maintenant cette enquête aussi qui permet aussi à tous les Français de s'exprimer. Donc voilà, cette mobilisation vélo qui aide quand même la société à
à évacuer cette frustration qui est énorme, qui a causé à mort là, récemment. Il y a un conducteur de bus qui a carrément écrasé une autre personne tellement l'exaspération était grande. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie? Alors, tu disais de l'exaspération des automobilistes que tu pouvais croiser sur ta route pour aller au travail. Je pense que cette exaspération, cette saturation que tu perçois ici, et ben en fait, je pense encore une fois moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je pense important, c'est qu'elle est peut-être nouvelle ou vraiment visible aujourd'hui dans les territoires que tu traverses pour aller au travail, mais je pense qu'elle était déjà le cas dans Paris en fait il y a 20 ans. Même il y a 30 ans, parce que comme on a dit tout à l'heure, le seuil et le pic d'usage de la voiture dans Paris, c'est début des années 90. C'est là où c'est le plus compliqué, là où c'est le plus congestionné. Et du coup, alors que dans Paris, on commence déjà à avoir cette tendance de baisse de l'usage vers de nouvelles pratiques, que ce soit un retour vers la marche, un retour vers les transports en commun, parce que ça c'est quelque chose d'important. Depuis, là on a parlé que du vélo, mais depuis les années 90, on a une forte augmentation de la marche et des transports en commun, en plus du vélo, et c'est ça qui permet aussi cette réduction de la voiture. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une réduction de la voiture, c'est parce que tous les trois autres modes augmentent très fortement. Évidemment, le vélo partait de très très bas, donc c'est là où la croissance est la plus forte. Mais les transports en commun, on dit que depuis 95, il y a à peu près, il me semble si je dis pas de bêtises, c'est un tiers d'augmentation de l'usage un tiers, je vais reformuler ma phrase, 30% de plus d'usage des transports en commun dans Paris. Donc ça veut dire que sur 3 usagers du métro que vous voyez aujourd'hui, il y en a un qui n'était pas là il y a 20 ans. Donc ça donne une idée de l'augmentation, et c'est pour ça que les transports en commun sont saturés aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on en parle en ce moment. Dans les années 90, c'était pas un sujet. C'était pas un sujet parce qu'il y avait 30% de moins de gens, donc forcément le RERB, vous enlevez 30% des gens, bah, vous verrez qu'il marchera beaucoup mieux. Et on va le retrouver, est-ce que les transports ont augmenté chez nous? Oui, ils ont augmenté, oui, bien sûr. Sur tous les types de transports, que ce soit le métro, le RER, les bus, tout a augmenté énormément. Et seulement depuis 20 ans, alors qu'on avait une stagnation depuis l'après-guerre. C'est-à-dire qu'on a stagné dans l'usage des transports en commun de l'après-guerre jusqu'aux années 90. Et depuis les années 90, on a à peu près 30%. Et même maintenant, on est presque en 2020, donc je pense que ça a encore augmenté. Et c'est ce qui fait que c'est ce qui fait qu'on a cette saturation-là d'ailleurs. Oui, mais ce qui est différent, c'est qu'aujourd'hui, les transports publics sont saturés. Je le constate dans les réunions publiques où je vais, je le constate, les gens me le disent, je le constate moi-même. Pour la marche, on ne peut pas marcher plus quand on regarde à Paris ce qu'on fait aujourd'hui parce que les distances restent quand même les mêmes. 50% c'est déjà gigantesque, alors que pour le vélo, c'est là où les marges de progression sont sous-exploitées. Et donc en fait, c'est quelque part, les associations accompagnent un mouvement qui de toute façon a déjà été enclenché et qui est naturel. Oui, alors là tout à l'heure tu disais que l'exaspération des gens que tu côtoyais dans ton entourage proche, en tout cas ton entourage on va dire géographique, sur l'usage de voitures, et tu faisais la comparaison avec les gilets jaunes. Je pense que c'est deux choses très très différentes, parce que en Ile-de-France, l'exaspération de l'usage de la voiture, il vient avec la saturation du réseau et l'impossibilité de circuler. Pour les gilets jaunes, c'est pas le même sujet. C'est pas les bouchons sur la départementale au fin fond de je ne sais quel département de province. Il n'y a pas de problème. Ce problème de saturation là, qui est apparu d'abord à Paris, aujourd'hui en banlieue, il n'existe pas en campagne, parce qu'il n'y a pas ce même problème. Il y a de la place, c'est vraiment très différent, c'est pas le même territoire. Donc ce problème là, il arrivera peut-être plus tard ou peut-être même jamais. Et donc les origines du problème, elles sont pas les mêmes. À l'inverse, on sait que les gens qui habitent en banlieue ou en Ile-de-France sont les gens les plus riches de France en fait. Dans les Hauts-de-Seine, dans les Yvelines, c'est des gens qui n'ont pas de problème de moyens pour acheter une voiture, pour se payer de l'essence, etc. Donc l'origine du problème. Et ce qui fait que c'est pas du tout la même origine de l'exaspération ou du problème. En tout cas, c'est pas du tout les mêmes origines. Donc je pense que c'est un peu difficile de comparer entre ces territoires. Je le mentionne surtout aussi parce que ça montre la dépendance de la voiture dans le c'est la dépendance à la voiture qui pose problème. Bien sûr. Et après tu disais que je pense évidemment qu'il y a un changement d'échelle de la prise en considération du problème et de la solution. Oui, exactement. Parce que ce que tu disais. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que avec le plan national, ce genre de choses, ou même le début de prise en compte par la région, véritablement de solutions pour le vélo avec des Véligo locations ou
ou les stations Véligo, les stations sécurisées en gare, etc. C'est qu'on a un changement d'échelle en fait du problème de mobilité et de la réponse vélo. On voit bien, au début, dans les années 90, c'est à Paris, et seulement à Paris en fait que ça devient une solution et une possibilité, alors qu'aujourd'hui on a ce changement d'échelle, on voit qu'au niveau régional, voilà, les autres départements commencent à prendre le pas, etc. Et de la même manière à l'échelle nationale, étant donné que de plus en plus de villes, de plus en plus de territoires s'y mettent, à l'échelle nationale, on commence à se dire ça peut être une solution et c'est pas le problème d'un territoire ou d'un type de population. Et ce qui fait que c'est vrai qu'aujourd'hui on a encore un peu cette image du vélo ou de la solution vélo comme moyen de déplacement comme étant quelque chose des privilégiés, des gens qui habitent en centre-ville, d'une certaine classe sociale, etc. Et au fur et à mesure cette image là elle va vouer à disparaître, de la même manière que la voiture qui était vue comme un véhicule de gens privilégiés et qui avait les moyens, aujourd'hui n'est plus du tout vue comme ça, et que cette diffusion là de l'image qui était de quelque chose d'une certaine population ou d'un certain territoire va se diffuser pour devenir quelque chose de banal. Un moyen de transport voilà, de tout le monde. Et tu es bien placé pour le savoir, puisque comme tu dis souvent avec la projection du film Why We Cycle, aux Pays-Bas, le vélo, c'est juste un moyen de transport de tout le monde, et c'est pas attaché à un certain type de population, à un certain territoire, parce que aux Pays-Bas justement il n'y a pas cette opposition de la pratique, en tout cas peut-être moins qu'en France, entre le centre et la périphérie. On peut faire du vélo un peu partout, et il n'y a pas cette image attachée qui est, je vais pas dire typiquement française, parce que je pense qu'on peut trouver dans d'autres pays, mais en tout cas qui est typique d'un territoire où on est seulement au début de l'intérêt du mode, et donc forcément c'est en centre-ville que il est apparu en premier, parce que le vélo le vélo est plus pertinent pour le centre-ville du fait de la densité, de la saturation des autres modes de transport, parce qu'il est rapide, il est flexible, enfin tous ces sujets-là, quoi. Et tu as fait donc pas mal d'entretiens avec des personnes, avec des élus. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui ressortent de ces entretiens Oui. Pour comprendre cette dynamique vélo on disait tout à l'heure qu'il y a de plus en plus d'associations qui se développent un peu dans tous les territoires et qui fleurissent et qui apparaissent. Et je pense que de manière un peu concomitante et conjointe, il y a aussi du coup ces élus et ces institutions qui disposent de plus en plus d'un interlocuteur vélo. Forcément, à Fontenay-aux-Roses, avant, le maire, s'il voulait faire quelque chose sur la mobilité ou le vélo, il avait peut-être pas Stein pour venir toquer à sa porte. Et aujourd'hui, il a Stein. Et comme il a Stein, sûrement que peut-être la première fois, il va peut-être pas l'écouter, mais la deuxième fois, la troisième fois, il va commencer à s'y intéresser. Et petit à petit, il va y avoir un dialogue qui va se mettre en route. De la même manière entre deux personnes qui se découvrent et qui au début s'ignoraient, qui puis au fur et à mesure vont commencer à développer des relations, et c'est exactement typiquement ce qui s'est passé à Paris entre la municipalité et les assos locales vélo à Paris, qui au début étaient un peu, on va dire, dans l'affrontement, et qui petit à petit ont commencé à dialoguer, et leur relation et le dialogue s'est institutionnalisé. Et c'est notamment le cas aux Pays-Bas, on en parlait tout à l'heure, où l'association cycliste des Pays-Bas est toujours l'interlocuteur, est toujours un interlocuteur important pour les aménagements, incontournable pour les aménagements, pour la prise en compte de la politique vélo, et ce qui fait que les associations, les usagers, ils sont toujours présents lors de la concertation, des projets, etc. Oui. Et alors qu'aujourd'hui en France, encore dans certains territoires, ils doivent un peu signaler. Et par exemple à Paris aujourd'hui, si la mairie de Paris veut faire un projet vélo, les associations sont évidemment invitées, et ça devient naturel. Ouais. Juste une question. J'ai perdu le fil. Oui, parce que nous sommes en train de mettre en place vélo. Oui, maintenant je me souviens. Est-ce que tu arrives à mettre un profil sur les nouveaux militants vélo? Parce qu'il y en a de plus en plus, donc ça nous intéresse de savoir, mais c'est qui? Oui, mais c'est qui? C'est important. C'est vrai qu'il y a en mobilité, il y a quelque chose qu'on dit qui est très important, je l'ai déjà plus ou moins évoqué tout à l'heure, c'est qu'on part du principe qu'il y a une sorte de synergie dans les pratiques de mobilité, il y a des habitudes qui sont en place et qui sont difficiles à changer. Typiquement, souvent, on prend des habitudes pour se déplacer de son domicile à son travail. On va le prendre au début quand on va avoir ce nouveau travail, et on va garder au fur et à mesure. On va rarement remettre en cause ou réfléchir de nouveau à la façon d'aller à son travail, de la façon d'aller voir sa sœur, de la façon d'aller faire ses courses. On va prendre des habitudes au début et on va un peu les garder. Et ce qui fait qu'on sait que changer les pratiques de mobilité des individus, c'est assez compliqué. Par contre, on sait que quand il y a des événements clés dans la vie d'un individu, c'est là qu'il va être capable de remettre en cause et de réfléchir à nouveau à ses pratiques de mobilité. Typiquement, quelqu'un qui déménage, quelqu'un qui va avoir un enfant, quelqu'un qui va changer d'emploi. Au moment où il va changer d'emploi, au moment où il va déménager, il va se dire « Ah, comment je vais
aller à mon nouveau travail, comment je vais aller depuis mon nouveau domicile à mon travail. Et c'est là qu'en fait, que là, il y a des changements de mobilité qui sont très importants et qu'en fait, demander à quelqu'un de faire autrement entre le mardi soir et le dimanche matin, entre le mardi soir et le mercredi matin, ça sera mieux, et ben c'est assez compliqué parce qu'en fait on a des habitudes qui sont difficiles à remettre en cause. Et ce qui fait qu'en fait on se rend compte que les déménagements, et ben en fait c'est un outil, c'est un phénomène assez important pour changer les pratiques de mobilité des gens. Étant donné qu'en Ile-de-France, ben on le sait bien, c'est une région qui est assez attractive en fait, et Paris notamment, et c'est un territoire sur lequel il y a plein de gens qui arrivent et plein de gens qui repartent, et ben on a sans cesse en fait des nouveaux usagers qu'on peut arriver à convertir vers un nouveau mode. Et forcément, quelqu'un qui habite à Paris depuis 40 ans et qui se déplace en voiture, ça sera difficile de lui dire bah, demain prends ton vélo. Bah, lui il a tellement ses habitudes, il sait comment faire avec sa voiture, il sait où la garer, il sait gérer avec sa voiture. Quelqu'un qui va s'installer à Paris aujourd'hui, il va se dire bah, comment je peux aller, je sais pas, à mon école, à mon université, à mon nouveau travail, etc. Et il va réfléchir à de nouvelles choses. Et il va se rendre compte que bah, y a des choses qui sont faites pour le vélo. Tiens, il y a une piste cyclable qui vient d'être faite en bas de chez moi. Le vélo, voilà, ça coûte pas cher. Il va peut-être se mettre au vélo. Et du coup, pour répondre à ta question, qui devient militant et qui devient cycliste en banlieue, on se rend compte que, notamment sur la dynamique de création de nouvelles associations, souvent de nouveaux arrivants, des gens qui arrivent et qui vivaient avant dans un territoire qui était plus cyclable ou qui ont vécu cette expérience de l'usage du vélo. C'est ce que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ce qui fait que moi j'ai aimé le vélo et que je sais que le vélo ça peut être une bonne solution de mobilité, c'est que je l'ai expérimenté. Et sûrement que toi, si tu t'es dit bah tiens, je vais faire une association qui fait la promotion du vélo à Fontenay-aux-Roses, c'est parce que tu sais que le vélo ça peut être une solution de mobilité, ça peut être une réponse aux enjeux des modes de vie et de quotidien des gens qui habitent ici. Et toi tu as vécu aux Pays-Bas en tout cas entre autres, et tu sais que bah voilà ça peut être quelque chose ça peut être une réponse en tout cas. Et moi je pense que la présence de gens comme toi, même si ça fait un certain nombre d'années que tu es à Fontenay-aux-Roses et que t'es pas forcément intéressé au militantisme vélo dès le début, il n'empêche que tu as un regard un peu extérieur sur le territoire, et ce qui fait que tu peux être moteur d'un changement parce que tu sais, tu connais pas que ce territoire-là, et tu connais pas que ce type de pratique de mobilité, tu sais comment c'est fait autrement. Et notamment, moi je me rends compte que par exemple dans la création d'associations en proche banlieue, il y a souvent d'anciens Parisiens, des gens qui vivaient à Paris, qui étaient cyclistes réguliers et qui arrivent en banlieue parce qu'ils doivent déménager, parce qu'ils ont un enfant, etc. Et qui se rendent compte qu'à Paris, ils aimaient bien la façon de se déplacer à vélo, qu'ils aimeraient bien continuer à se déplacer, mais que c'est pas forcément aussi simple. Et du coup, ils sont moteurs de ce changement aussi. Et que, du coup, il y a cette logique-là qui est pas une logique qui est propre au vélo, mais qui est plus liée à la vie de l'agglomération, aux gens qui déménagent, etc., qui est aussi moteur sur l'évolution de la pratique du vélo. Évidemment, c'est pas les seuls, hein. Il y a aussi des anciens, des gens qui connaissent bien la commune et qui étaient toujours cyclistes, qui sont dans ces associations-là. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le déclencheur, souvent, il arrive par ce type de population. Évidemment, les gens qui connaissent bien le territoire sont indispensables. Moi, j'ai souvent des présidents et des responsables d'asso qui me disent moi, ça fait seulement 1 an et demi que je suis sur la commune. Oui. Je connais pas la commune parfaitement. Il y a plein de choses que je connais pas, et que les gens qui sont cyclistes depuis longtemps ou qui vivent depuis longtemps sur la commune peuvent m'apporter, parce que moi, j'ai pas toutes les connaissances. Je connais pas l'historique de la commune, les relations entre les cyclistes et la municipalité, de ce qu'a déjà fait la municipalité pour le vélo. De tous ces sujets-là. Donc, et après, il y a cette alliance entre ces différentes personnalités qui sont aussi importantes. Pour compléter mon témoignage, parce qu'effectivement ça m'a fait réfléchir, moi j'ai toujours fait du vélo, mais quand j'ai commencé à être actif dans la politique, je me suis rendu compte que je faisais ça et que c'est un peu dommage d'être seul. Et que je disais c'est dommage de ne pas en faire profiter d'autres personnes. C'est un peu ça. Et voilà, ça fonctionne, c'est ça qui est très important. Tes travaux, tu as fait un tel sur 3 ans, là tu es en 2e année, merci. Et c'est-à-dire il te reste 1 année pour analyser toutes les données et de les présenter. Oui. Comment tu envisages la fin de tes travaux? Est-ce que tu sais déjà plus ou moins comment tu vas atterrir? Voilà, on a vu une belle graphique. Entre autres, moi ce que j'essaye du coup d'expliquer dans ma thèse, c'est qu'il y a je pense que vous l'avez un peu, j'espère, compris, qu'il y a une diffusion de l'usage du vélo du centre vers la périphérie, en tout cas pour le cas de l'Île-de-France, d'essayer de dire que c'est le cas. Donc de montrer pourquoi c'est le cas, de montrer notamment les courbes d'évolution de la pratique et
et tous ces éléments-là, et d'expliquer aussi qu'est-ce qui fait qu'il y a cette diffusion-là. Et du coup, il y a tout un peu les sujets qu'on a évoqués, la question de la présence des associations, de la mobilité résidentielle, des gens qui déménagent, ce genre de choses, et tout plein d'autres éléments aussi, des politiques parisiennes aussi qui peuvent être moteurs. Je l'évoquais tout à l'heure, par exemple en ce moment Paris fait profiter d'une subvention pour l'achat de vélos électriques et seulement quelques villes de banlieue et quelques territoires de banlieue le font. Il s'avère que à la rentrée prochaine, la région le fera aussi, mais pour l'instant il y a Paris qui le fait et qui est très visible sur ce sujet-là, et quelques territoires de proches banlieues de banlieue qui le font. Et ben moi ce que j'ai vu, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a des gens qui habitent en banlieue qui font des fausses factures en se présentant comme résident à Paris et qui profitent de la subvention parisienne alors qu'ils n'y habitent pas. Et c'est la preuve encore une fois que Paris est un peu moteur de la diffusion de l'usage du vélo, un peu sans le vouloir en fait, parce que du fait que ça soit Paris, que ce soit le centre, que ça soit visible, et ben forcément ça participe à une diffusion qui profite au reste de l'agglomération. Et tout à l'heure tu parlais du collectif vélo. Je disais, le collectif vélo, en parlant de la Réunion, est possible parce qu'il y a un salarié qui s'occupe à faire les demandes de subventions, à organiser, etc. Le salarié qui travaille pour le collectif vélo aujourd'hui, c'est un salarié de MDB qui est payé par la ville de Paris. Donc c'est la ville de Paris qui subventionne un salarié qui travaille à ce qu'il y ait une association à l'échelle de la région. Donc on voit bien qu'encore une fois, il y a cette diffusion de la pratique et du militantisme vélo qui se fait du fait de Paris et là vraiment de la municipalité. C'est la municipalité vraiment qui subventionne indirectement la création d'une association et d'un collectif à l'échelle régionale. Et du coup, encore une fois, c'est Paris qui est à l'origine de ce qui peut se passer, quoi. Ouais. Et donc voilà, donc moi ma thèse c'est d'essayer de démêler un peu tous ces éléments-là et d'essayer de montrer voilà, comment il y a cette diffusion et pourquoi. Donc c'est un peu ça, donc l'idéal c'est de finir ma thèse à la fin de l'année prochaine pour arriver à faire quelque chose d'intéressant Ça serait sympa de le présenter ensemble, je pense que nous tous aimerions bien être là quand tu vas le présenter. Je veux bien vous inviter. Je voulais faire ouvrir un tour de... Non, mais on peut ouvrir les questions parce que je vais Moi, vous parler. je suis une Fontenaisienne, je ne fais pas de vélo, mais je suis supporter de Farabi. Mais c'est très intéressant ce que vous dites. Merci. Mais vous avez pensé, dans votre travail de recherche au niveau de la thèse, d'aller voir éventuellement les entreprises et quel poids pourraient avoir les entreprises, y compris quand on voit à Fontenay-aux-Roses, par exemple, le CEA, par exemple, ces grosses entreprises-là, pour faire connaître le vélo. Et même tous les jeunes qui sont à l'université, là, tu sais, à côté, juste à côté, vous voyez, il y a tout un groupe de gens qui peuvent être concernés par rapport à ça. Et ils jouent un rôle important dans la commune. Alors, c'est vrai que moi, dans le cadre de mon travail, j'ai pas interrogé les employeurs ou les écoles ou les universités, je l'ai pas fait, mais c'est vrai que je suis bien d'accord avec vous, ils ont un rôle très, très important et ils sont générateurs de beaucoup de déplacements sur des populations, comme on a dit souvent, qui sont des gens, enfin chaque année, il y a des nouveaux étudiants, donc des nouvelles personnes qui vont se questionner à comment on va à l'université, comment on y va, etc. Donc c'est vrai qu'ils pourraient être moteurs dans le fait de changer les pratiques de mobilité, parce que voilà, chaque année on a une nouvelle population à convertir en fait. Et donc vous avez raison, c'est quelque chose auquel j'avais pas forcément pensé, mais qui a un effet très important. Souvent ce sujet-là, je l'aborde avec les gens. Donc quand je parle à un usager, je lui demande comment il va à son travail, comment son travail pense au vélo ou pas, et donc je l'aborde un petit peu, mais plus par le biais du salarié ou de l'étudiant que je peux interroger. C'est vrai que j'ai pas le point de vue du coup de l'institution, mais souvent, en tout cas c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Souvent les gens me disent, les gens qui travaillent dans des entreprises, mon entreprise elle a décidé de mettre des... Voilà. En province, à Bordeaux par exemple, les entreprises du centre de Bordeaux et même de la périphérie, je ne sais plus comment s'appelle le programme, mais ils sont en train de mettre ça en place au niveau des entreprises. C'est vrai que je pense que c'est un très gros moteur et souvent je remarque que c'est souvent le sujet économique en fait, la motivation économique qui intéresse les entreprises. Parce que moi de ce que j'entends des usagers qui me parlent de leur entreprise et de leur employeur, souvent ils me disent mais en fait les parkings ça coûte cher et ils se rendent compte que notamment j'ai rencontré des gens par exemple qui travaillaient à la Défense et la place de parking à la Défense, je ne saurais pas dire le prix, mais ça vaut extrêmement cher en termes de location. Et en fait supprimer 30 places de parking pour un employeur, c'est une économie très très importante. Donc il a un intérêt
à ce que l'usager vienne en vélo, mais c'est vrai que tu serais même un militant extraordinaire si tu allais discuter avec les employeurs pour leur expliquer tout ça. Ils vont peut-être dire tiens, on n'y a pas forcément pensé. Et je pense qu'il y a une évolution en cours. Je t'apporte un témoignage. oui. Phare à vélo a été sollicité par une entreprise en banlieue ici qui a décidé de permettre à ses employés de faire du vélo. Et donc ils ont dit est-ce que vous pouvez venir pour faire un stage de sensibilisation au vélo et même au vélo cargo, parce que leurs employés allaient dans des chantiers juste à côté et ils étaient coincés dans un embouteillage. Donc ils ne pouvaient pas avancer. Donc ils disaient on va résoudre ce problème en achetant un vélo cargo pour qu'ils puissent se déplacer très facilement pour aller à leur chantier. Ouais. Et bien on l'a fait, ça a été très intéressant, ça a été très constructif, les employés étaient intéressés et je pense que ce n'est que le début. Moi je pense que c'est une véritable niche qui est en train de naître et ça va aller de bouche à oreille parce que bientôt toutes les entreprises le feront parce que c'est une évidence. Tout le monde sera à l'heure. Bon, voilà, il y a des problèmes Après, il y a tous de les santé avantages. que tu n'as pas, etc. Je ne sais pas comment tu... Ça serait intéressant de parler aux patrons, de leur demander, en fait, pourquoi vous n'y pensez pas pour explorer les freins. Est-ce que c'est juste la sécurité? Souvent, ça fait peur parce que souvent, il y a enfin, moi, c'est ce que j'entends, mais c'est souvent Pardon, je vais refaire ma phrase, mais quand souvent j'interroge des gens, je leur demande comment ils sont déplacés aujourd'hui, comment ils vont à leur travail et comment ils faisaient avant. Et je me rends compte que souvent chez les gens qui se déplacent à vélo depuis longtemps, souvent il y avait ce côté très craintif de l'employeur d'avoir son salarié qui vient à vélo il y a 10-20 ans. Aujourd'hui c'est peut-être moins le cas, mais il y a quelques années, c'était « Ah mais il faut vraiment pas que tu viennes en vélo » ou « Si tu viens en vélo, il faut vraiment que tu mettes un casque ». Il y avait vraiment cette peur de l'employeur. Ça date toujours, mais je pense que c'est sûrement de moins en moins présent, mais... De moins en moins, mais toujours quand même. Voilà, mais Je me fais une petite aparté avec la marge. J'ai quelqu'un dans mon association qui va sur son lieu de travail en vélo. Et il y a une très grosse l'employeur ne se montre pas très pressé à développer l'usage du vélo parmi ses salariés. Ne serait-ce qu'en versant la subvention à l'IKV. Et il n'est pas encouragé du tout dans son mode de déplacement pour aller en vélo. Lui, il le fait parce qu'il adhère à ce mode de déplacement, il se sent de mieux en mieux à vélo. Il a envie de demander à son maire aussi de sécuriser son trajet. Et Dieu sait que c'est compliqué avec la mare aujourd'hui avec notre maire. Mais en tout cas, il y a un début de prise de conscience des entreprises, mais je pense qu'il n'est vraiment pas encore assez présent. Évidemment, vous avez manière. Ça peut prendre un certain temps parce que si un employé de cette boîte a un grave accident de voiture, meurt en arrivant à son boulot en voiture, personne n'ira dire au chef d'entreprise « Comment ça, vous avez laissé votre employé venir en voiture alors que c'est dangereux et tout ça ?» Personne n'ira le lui dire. Alors que s'il vient en vélo, on lui dira « Mais vous avez fait un parking vélo, ça a incité votre machin à venir à vélo, vous êtes un peu responsable de sa mort. » Et ça va durer encore 20 ans. Hein. Oui. C'est pas un accident de travail. Hein? C'est pas un accident de travail. Donc, Oui, non, mais c'est même pas ça. C'est même pas l'aspect réglementaire. On est encore sur le fait que le vélo, c'est un truc exceptionnel, et que la voiture, c'est la normalité. Il y a beaucoup de trucs où ça se passe comme ça. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clôturer l'enregistrement? Oui. Oui, parce qu'à l'instant, on parlait de vélo cargo. Hein, et en fait, le truc dont tu parles, c'est surtout le déplacement à vélo des gens. Et moi, je remarque que l'augmentation des vélos cargo, aussi bien pour le transport des enfants d'une part, que d'autre part pour les marchandises, ça a augmenté d'une manière fulgurante depuis 2-3 ans. J'en ai vu deux, je crois bien aujourd'hui, hier. Il y en a deux. Ah bon? Moi j'en ai vu un sur la place de l'église, tout à l'heure en attendant j'ai vu une dame avec. Alors, est-ce que tu le mesures déjà? Est-ce que ça rentre dans ton truc? Parce que, alors en plus, moi je me suis demandé pourquoi. Et je me dis qu'au fond, peut-être justement par rapport à ça, c'est parce que c'est plus concret. C'est-à-dire que les avantages du transport des marchandises à vélo, en vélo cargo, ils sont quantifiables tout de suite et que ça va venir. On voit que
Même DHL s'est mis au transport des... Oui, c'est ça. Donc peut-être que ça... Est-ce qu'elle va pas exploser? Est-ce que tu le mesures déjà? Moi je pense que... Enfin moi c'est un peu ma marotte, je vais me répéter, mais cette question d'un peu de diffusion de l'usage et de la pratique fait que comme ça se diffuse, ça devient de plus en plus hétérogène, et comme on a dit tout à l'heure, il y a la population qui fait du vélo, ça devient de plus en plus difficile, notamment à Paris, d'identifier une population type, parce qu'en fait on a des jeunes, des vieux, notamment par exemple sur les questions de genre, on n'en a pas parlé, mais avant à Paris il y avait beaucoup plus d'hommes, aujourd'hui il y a presque autant de femmes que d'hommes, donc c'est vraiment un peu tout le monde, et ce qui fait que comme tout le monde a besoin de faire du vélo, et que tout le monde a des besoins différents, et on se retrouve avec une forme d'usage du vélo qui est de plus en plus hétéroclite. On a du coup on a des vélos électriques, on a des vélos pliants, on a des vélos cargo, on a des vélos pour prendre les enfants, pour faire les courses, etc. Donc au fur et à mesure qu'on va voir cette diffusion, on va voir du coup les réponses en matière d'usage du vélo qui vont être de plus en plus variées, et évidemment le vélo cargo et les biporteurs et ce qui permet de transporter des charges lourdes est peut-être une des réponses dans tous ces questionnements et de ces besoins de vélo. Donc je pense que le vélo cargo est l'illustration la plus visible, parce que c'est la forme de vélo la plus surprenante quand on n'est pas habitué en termes de réponse de mobilité à vélo, et je pense qu'on a aussi l'explosion des vélos électriques. Ça on en parle beaucoup, mais c'est un peu moins visible. En tout cas un vélo électrique on voit, mais moins qu'un vélo cargo qui nous surprend avec 3 enfants à bord, ce genre de choses. Et donc je pense que c'est une illustration de l'hétérogénéité de la pratique du vélo, et le vélo cargo je pense en est une réponse. Et ce qui fait que d'ailleurs les vélos cargo, j'ai l'impression, en tout cas moi c'est la sensation que j'ai, même s'il n'y a pas de chiffre précis, c'est à Paris que j'en vois le plus. À Paris que j'en vois le plus, en banlieue j'en vois un peu moins, parce que la pratique du vélo elle est moins développée. Ça monte. À la maison de la musique et de la danse, on voit les jeunes arriver avec un système de cargo. Voilà. Moi, je voudrais dire quelque chose, Abel. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis. C'est un avantage qui est plus visible, qui se mesure. Dans toutes les discussions que l'on peut avoir sur le vélo, on reste souvent sur des termes très techniques, mesurables, et on oublie quelque chose d'essentiel, à savoir ce que tu as dit tout à l'heure, ce qui fait qu'on reste sur le vélo. Et c'est le plaisir. C'est le plaisir. On n'emploie pas ce mot-là, et moi j'y crois profondément. C'est le film Wild Cycle qui l'a révélé pour moi, parce que j'ai compris grâce à ce film pourquoi je continue à faire ça, parce que c'est 1000 fois plus agréable. C'est ce qui est dit dans le film, c'est pas une ineptie, c'est vraiment c'est la vérité. Et je crois donc, du coup, on va se dire comment pourrait-on faire, parce que c'est ça qui nous intéresse en tant qu'association, pour mesurer cet avantage soi-disant non mesurable, mais qui est parfaitement mesurable, parce qu'on a des sciences pour ça, les sciences sociales, pour qu'on puisse les partager, pour qu'on puisse convaincre, pour qu'on puisse montrer aux gens ce qu'ils ratent en ne pas le faisant. Parce que finalement, même la crise des gilets jaunes et tout, on parle d'un manque de qualité de vie. Finalement, tout revient à ça. C'est un quotidien. Je regarde ma femme qui est dans les transports publics, qui est dans des rames bondées, parfois 1h20 à l'aller, 1h20 au retour, c'est presque inhumain comme situation. Alors que si tu peux remplacer ça par un transport à vélo où tu es complètement autonome et libre, qu'est-ce que tu gagnes? Non seulement du temps gagné, mais surtout une expérience de qualité de gagner. Comment quelles sont tes idées ou tes suggestions par rapport à ça? Moi je pense que c'est l'expérience, encore une fois on revient sur ce qu'on disait au début, c'est que je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience pour se rendre compte de ces avantages. C'est même pas qu'il n'y a rien de mieux, c'est qu'il n'y a rien qui peut permettre de comprendre ces avantages-là à part l'expérience en fait. C'est même pas qu'il n'y a rien de mieux, c'est que c'est le seul moyen d'y arriver. Et notamment sur les questions, tu disais tu gagnes du temps en vélo par rapport au transport, c'est quelque chose je pense qui est aussi particulier à... Parce que j'ai essayé de montrer en quoi la banlieue est particulière, parce qu'elle se trouve un peu dans une synergie qui la dépasse, on va dire, et qui est de l'ordre de l'agglomération et de la métropole. Et je pense que également le territoire, les espaces de banlieue parisienne sont particuliers parce que c'est pas le centre en fait tout simplement, et que ça répond à des logiques, à des besoins de déplacement qui sont différentes. Notamment c'est des déplacements domicile-travail qui sont plus longs que les gens qui peuvent habiter en centre-ville et qui vont faire des déplacements domicile-travail plus courts. Et du coup comme les déplacements sont plus longs, la localisation, il y a souvent une séparation vraiment assez nette entre l'espace de vie et l'espace de travail. Et souvent quand on habite en banlieue, on habite dans sa commune de banlieue et on travaille ailleurs, que ce soit à Paris ou dans une autre commune. Il y a vraiment une scission entre ces deux espaces-là.
Et ce qui fait que, avec le vélo, il y a une nécessité de reconnecter ces territoires, de reconnecter ces espaces de vie qui ont été totalement séparés du fait de la distance et surtout du fait des modes de transport qu'on a utilisés ces dernières années pour faire les déplacements entre les deux. Et évidemment que traverser un espace, vous le savez bien, en RER, en voiture, en vélo ou à pied, c'est pas les mêmes sensations et c'est pas les mêmes perceptions d'espace et du temps. Quand on est à pied, on perçoit très bien les liens et les espaces qu'il y a entre deux territoires. On sait ce qu'il y a, on perçoit, on entend, on écoute, on s'arrête, on regarde, on sait ce qu'il y a. À vélo, encore un peu, même si on commence à aller un peu plus vite, on arrive à percevoir ce qu'il y a dans ces territoires-là et on perçoit ce qu'il y a entre ces deux espaces, entre le point A et le point B. Quand on est en RER, quand on est dans une voiture, on a une séparation vraiment entre le point de départ et le point d'arrivée et on ne sait pas ce qu'il y a entre les deux. Et ce qui fait qu'on a une perception de l'espace qui n'est plus en tache d'huile, mais qui est en archipel. On connaît des points, on connaît une archipel de points et on a un réseau qui relie ces points-là, mais on ne connaît pas ce qu'il y a entre les deux. Et le vélo et la marche permettent de lier tous ces points qui ont été séparés. Et je ne sais plus quelle était la question. À la base, ah oui, voilà, c'est ça. C'est que la question tu disais, on gagne du temps quand on le fait en vélo. Toi, contrairement à ta femme qui peut faire le trajet par exemple en transport. Sauf que c'est possible, et je pense que vous avez tous fait l'expérience, de discuter avec quelqu'un qui va à Paris en RER, comparé à vous qui avez pu déjà le faire en vélo. C'est qu'il n'aura pas du tout la même notion du temps et de l'espace que vous. Pour lui, en vélo, il n'a même pas d'idée du territoire qu'il y a entre les deux, il n'a même pas une idée du temps qu'il faut pour y aller. En fait, sa vision de l'espace et du temps est totalement biaisée par le fait qu'il soit toujours allé avec un véhicule à moteur et que ce soit la voiture ou les transports. Ce qui fait qu'il n'a pas du tout la même conception de l'espace. Et du coup, il faut arriver à recréer, donner envie aux gens d'expérimenter pour arriver à comprendre comment s'articulent ces espaces et qu'en fait ils sont liés et qu'ils ne sont pas scindés comme il l'a toujours vu en fait. Forcément, si on a toujours vécu et on a toujours perçu comme deux espaces différents, on s'imagine qu'entre deux c'est pas réalisable avec notre simple énergie musculaire et c'est pas faisable. Et souvent on est surpris les premières fois, sûrement que vous avez été surpris, mais moi les premières fois que je suis allé à Paris en vélo depuis mon domicile familial en banlieue, je me suis dit mais en fait je peux aller à Paris en vélo. Et je pense que c'est une surprise et une découverte que n'importe quel francilien peut faire. Et vraiment, on découvre. Et d'ailleurs, la Convergence francilienne, l'événement qui rassemble les cyclistes début juin, organisé par l'ensemble des associations franciliennes, notamment par MDB, je pense c'est un des intérêts de cet événement-là, c'est de montrer aux gens qu'on peut aller de la banlieue à Paris. Et là encore une fois, ça montre la spécificité de la banlieue par rapport à Paris. C'est quand on est un Parisien et qu'on reste dans Paris, même si on utilise le métro, et encore même je pense que c'est quand même le cas, on a une idée à peu près de où se placent les territoires, des distances qu'il y a entre deux et des lieux. Voilà, mais on a une idée, même si souvent les Parisiens découvrent un peu Paris depuis les stations de métro et une idée un peu floue de ce qui se passe entre deux. Et d'ailleurs c'est souvent quelque chose qu'on observe chez les nouveaux cyclistes parisiens, c'est qu'ils découvrent ce qu'il y a entre deux stations de métro. Mais sauf que ça reste à une échelle assez petite. Là c'est à l'échelle de la région. Du coup découvrir ce qu'il y a entre la station Fontenay-aux-Roses et Luxembourg, c'est énorme en termes d'espace, en termes de vie, Et donc forcément la difficulté et l'obstacle mental, il est encore plus grand, je pense. Mais c'est ça qui s'est passé à Amsterdam et dans d'autres villes aux Pays-Bas où ils ont délibérément décidé de garder cet espace à petite échelle humaine, justement pour garder cette connexion à vélo possible. Et justement, donc parce que là, tu invites les gens à explorer ces distances. Amsterdam, ils ont décidé de préserver ces distances pour garder cette proximité qui permet aux gens justement d'avoir cette expérience de déplacement à vélo très facilement. Donc, j'ai dit ça pour en tirer la conclusion que peut-être qu'il faut intégrer ce type de réflexion dans nos projets d'urbanisme. Oui. Et évidemment, je pense que pour que le vélo soit pertinent, il faut aussi repenser les modes de vie, les déplacements, les distances de déplacement, parce qu'on fait sûrement des distances qui sont aujourd'hui pas réalisables à vélo. Donc de toute manière, si on veut vraiment que le vélo soit pertinent, il faut aussi remettre en cause ces choses-là. Mais je pense que
la preuve, toi, le déplacement que tu fais tous les matins pour aller à ton travail, c'est quelque chose que plein d'autres Fontenaisiens ne font pas, et pourtant pour toi ça te semble quelque chose de tout à fait accessible. Et du coup cette distance-là qui eux leur semble infranchissable, pour toi elle est presque banale. Et je pense qu'il y a aussi elle est banale. c'est aussi une question de référentiel et qui peut évoluer. Si aujourd'hui la pertinence d'un déplacement à vélo, elle est de quelques kilomètres, de 1-2 kilomètres, et ben avec une connaissance un peu plus fine du territoire et des espaces, et avec par exemple l'arrivée du vélo électrique aussi, et peut-être cette échelle de pertinence ça peut être aussi plus grande. Tu me donnes envie de nouveau de tenter l'expérience de Covelotaf, d'écrire un article pour dire aux gens, voilà, j'habite à Fontenay-Rose, je travaille à Paris tous les jours, je veux bien vous accompagner pour vous montrer que c'est tout à fait possible, et vous pouvez le faire. C'est très difficile quand même d'amener les gens à faire cette expérience, mais moi je continue à y croire. Nous avons des adhérents très motivés pour ça. Parce que ça finira par porter ses fruits. Et typiquement, pour rebondir sur ce qu'on a pu déjà dire sur le sujet, essayer de demander assez à quelqu'un qui est nouveau à Fontenay, je pense que ça sera beaucoup plus simple que d'essayer de convertir quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans. On le constate aux formes des associations, hein. C'est là que les nouveaux arrivants arrivent et effectivement sont très ouverts. C'est vrai, c'est flagrant, c'est ces personnes-là effectivement qui nous regardent, qui disent ah non mais on est même venu à Fontenay-Rose parce qu'il y a des stations Vélib. C'est un critère de sélection de ville pour nous. Ça m'étonne pas. Alors, en plus, c'est vrai que j'ai découvert récemment un document de l'ADEME, bien fait d'ailleurs, qui parle de vélo, et qui met dans la zone de pertinence du vélo de 2 à 5 km. Il faut quand même essayer de leur expliquer que 5 km c'est une petite distance à vélo. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Oui. Mais alors c'est vrai que c'est peut-être ce que pensent un certain nombre de gens parce que c'est difficile, parce que 5 km si on a des bons aménagements c'est rien du tout. Et si on a des aménagements un peu plus compliqués et en particulier justement c'est pour ça en région parisienne c'est ça qui est important, c'est qu'en fait la barrière, alors on parle souvent de la barrière du périphérique, il y a ça aussi, bien sûr. C'est la barrière de toute la zone qui est entre les maréchaux et le périphérique, aussi, qui est presque partout un endroit très difficile, très compliqué, tout ça. Et qu'il faut, justement, il faut que les aménagements arrivent à coller cette zone. Il faut aussi qu'on emploie le même terme de part et d'autre. Dans le sens radial, quoi. Radial, oui. Oui, parce que dans le sens transversal. Et en Ile-de-France, il y a quand même un nombre de gens, en particulier qui habitent en proche banlieue, et qui travaillent à Paris assez proches des gens d'ici qui travaillent dans le 15e, le 14e, le 6e et tout ça, et un peu partout. Dans la banlieue nord-ouest, c'est encore plus sensible. Le nombre de gens qui habitent à Levallois, à Neuilly, à Courbevoie et qui bossent dans le 8e, et inversement, ou alors qui bossent à la Défense. Toutes des distances cyclables sans difficulté. C'est là qu'il faut faire porter. Cette dernière étude de l'EGT a montré que 50% des déplacements en voiture en Ile-de-France sont inférieurs à 3000 mètres, c'est-à-dire 12 minutes à vélo. Mais ça veut dire 8 millions de déplacements en voiture tous les jours. Donc il faut... Et sur la distance aussi des gens qui travaillent à Paris, on a remarqué que plus on habite près de Paris, plus on a de chance d'utiliser la voiture comparé au transport en commun. Et ce qui est assez rigolo, parce que souvent dans le débat public et médiatique, on a l'impression de dire que ceux qui n'ont pas le choix d'aller en voiture, c'est ceux qui habitent loin, et ceux qui sont prêts à... Et en fait c'est exactement l'inverse, c'est que plus on habite loin, plus on a des chances de prendre des transports en commun. Parce que forcément si on habite à Meaux, aller jusqu'à Paris en voiture c'est compliqué, alors que monter dans le train et faire une demi-heure de train pour aller jusqu'à Gare de l'Est, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et à l'inverse, quelqu'un qui habite je sais pas, à Sarcelles et qui doit aller à Paris, ou même de Fontenay et qui doit aller à Paris, s'il n'y a pas les transports en commun, il peut y aller en voiture, il mettra de toute manière le même temps. Et de toute manière, les deux réseaux vont être saturés, donc de toute manière pour lui ça ne sera pas un critère, et il va se dire avec la voiture je suis plus flexible. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez important, de pas cette opposition qu'on essaye souvent de mettre entre les gens qui habitent loin et qui n'ont pas le choix que d'utiliser la voiture, c'est quelque chose qui est quand même, je pense, relativement faux sur pas mal de domaines. Je propose de clôturer l'enregistrement et te remercier pour cette magnifique exposition et de cette
de tous ces éléments qui vont nourrir nos réflexions et essayer de mieux comprendre ce qui est en train de se passer en banlieue. Parce que ce qui se passe, voilà, c'est clair qu'il se passe quelque chose, hein, on le constate tous les jours. C'est maintenant une caravane continue de cyclistes tous les matins, alors qu'il y a 2 ans, il y avait très peu de personnes sur la coulée verte, qui est maintenant presque saturée. Donc, on attend ton invitation pour la soutenance. Avec plaisir. On viendra trinquer avec toi. Normalement en fin d'année 2020, je l'espère. Voilà. Merci à tous. Année scolaire, année civile, on va dire. On verra, ça dépendra. Alors ma thèse du coup sera soutenue, moi je suis à l'ISTAR, du coup c'est sur le campus de Marne-la-Vallée, dans l'est de Paris, et c'est du coup au sein de l'université Paris-Est, la Cité des Cartes, tout à fait. Et merci à tous de m'avoir écouté avec autant d'intérêt et autant de questions, et on peut continuer évidemment les discussions et les questions.